Bonjour, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de droit au sein de la prépa ISP en droit civil et en procédure civile. Nous allons, dans le cadre de cette vidéo, revenir sur le sujet qui a été proposé en 2023 en procédure civile et je vais vous donner, dans le cadre de cette vidéo, des éléments de correction. En effet, la correction détaillée étant réservée à nos étudiants. Alors, que peut-on dire sur cet examen 2023? En procédure, déjà, premier élément, c'est qu'il y a eu un changement de concepteur par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qui me fait dire que l'on a eu un changement de concepteur? Premièrement, c'est le nom des protagonistes. En effet, nous ne retrouvons plus le célèbre maître Big Data, qui était présent dans chacun des cas pratiques depuis plusieurs années, et désormais, on se retrouve avec Madame Lepré et Monsieur Lafortune. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi la forme du cas pratique. Initialement, on avait plusieurs cas pratiques qui essayaient de balayer plusieurs aspects du programme. Cette fois, nous avons une situation factuelle et ensuite 4 questions qui découlent. Enfin, dernier élément, troisièmement et dernier élément qui me permet de dire qu'il y a eu un changement de concepteur, c'est le niveau de difficulté du cas pratique. Les années précédentes, en procédure, c'était pas toujours très évident de trouver des réponses. Pourquoi? Parce qu'il y avait parfois des réponses qui étaient incertaines. Incertaines parce qu'il n'y avait pas encore de jurisprudence ou que la jurisprudence était incertaine. En revanche, cette année, le cas pratique est extrêmement court et d'un point de vue du fond de la procédure surtout, il était extrêmement facile. Ce qui ne laisse pas présager qu'en 2024, le cas pratique sera du même niveau et que ce sera le même concepteur. Donc attention à cela. Ne vous dites pas, tiens, je vais prendre procédure civile parce que le cas pratique était facile. Prenez surtout les matières qui vous intéressent et qui vous plaisent. Donc ici, cas pratique très court, extrêmement facile. Ce qui ne veut pas dire que les notes ont toujours été très bonnes. Même si nos étudiants ont parfaitement réussi parce qu'on avait quasiment envisagé tous les aspects durant la préparation, les notes ont été bonnes de nos étudiants, mais les correcteurs ont aussi été extrêmement exigeants, extrêmement sévères dans le cadre de leur correction. Ce qui est tout à fait cohérent, plus le cas pratique est facile, plus les exigences de correction vont être élevées. Alors, qu'est-ce qu'il convenait de faire et qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire l'année dernière? D'abord, premier élément, il ne fallait pas aller trop de manière hâtive dans la lecture du cas pratique, dans la lecture de l'énoncé. Non pas qu'il y avait en tant que tel des pièges dans l'énoncé du cas pratique, mais il y avait en tout cas de petites subtilités, je pense notamment aux dates qui étaient données dans l'énoncé, ou alors on pouvait avoir aussi, on pouvait déceler dans l'énoncé des indices. Je vous donne quelques exemples. Ici, lorsqu'on nous indique qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu, à la troisième question, c'est que l'on se situe on est dans le cadre d'un litige inférieur à 5 000 €, ou alors un trouble anormal de voisinage. Mais voyez ici, ça nous indique en fait la réponse à la première question. C'est qu'on est dans un litige de un montant inférieur à 5 000 €, donc devant la chambre de proximité, donc pas de représentation obligatoire, parce que c'est une procédure orale. Et vous voyez ici, on avait des éléments de réponse dans les différentes questions, d'où l'importance de la lecture des énoncés que l'on travaille avec nos étudiants. Ensuite, il fallait parfaitement gérer son temps. En effet, le cas pratique était relativement aisé. Pour pouvoir justement se démarquer entre les candidats, il fallait apporter suffisamment de connaissances. Et pour cela, il fallait donc gérer son temps. Et quand je dis il fallait gérer son temps, en fait, il fallait surtout suivre scrupuleusement le barème qui était indiqué dans le cadre de l'énoncé, avec une première question sur 3 points, une deuxième question sur 5 points, une troisième question sur 6 points, et donc une dernière question également sur 6 points. Il fallait donc parfaitement gérer son temps pour pouvoir répondre à toutes les questions et ne pas passer trop de temps, par exemple, sur la première question qui ne rapportait en réalité que 3 points. Et ne bien anticiper surtout la dernière question. Qu'est-ce qu'il maintenant convenait de faire surtout pour réussir cet examen 2023 en procédure civile? Premier élément, il fallait
parfaitement maîtriser l'actualité. En effet, la question numéro 3 sur la tentative de conciliation était plus qu'attendue dans le cadre de l'épreuve de procédure civile. J'ai encore souvenir du cours que j'ai donné en vidéo l'année dernière à nos étudiants où j'avais beaucoup insisté sur cette question. Je leur avais dit clairement, attention, ce point de droit, après avoir retracé toutes les évolutions, toutes les aventures de cet article 750-1 du Code de procédure civile, je leur avais dit, cette question-là va tomber très certainement dans le cadre du cas pratique de cette année. Et la question est d'ailleurs tombée. Les autres aspects ont également et avaient été également appréhendés. La deuxième question, je l'avais fait tout un cours sur la procédure devant le tribunal judiciaire, en leur expliquant la méthode, les spécificités. Et donc nos étudiants étaient parfaitement préparés sur ces points. Donc ici, il fallait maîtriser l'actualité. Autre aspect, et ça pareil, nous l'avions travaillé avec nos étudiants, il fallait faire très attention aux dates. D'ailleurs, dès que vous avez une date, vous devez avoir une sorte de réflexe de vous dire, bon, on a une date, déjà on va peut-être se faire une frise chronologique pour s'assurer, et surtout en procédure civile, que les différents délais ont pu être respectés. C'était l'hypothèse ici de la deuxième question et de l'enrôlement de l'assignation, avec cette nouveauté désormais du respect d'un délai de 15 jours en la matière. Donc il fallait être attentif une fois de plus aux dates de l'énoncé. Enfin, et c'est à mon sens le dernier élément, c'est qu'il fallait aller ici au bout des raisonnements du cas pratique. Quand je dis aller au bout des raisonnements, c'est de bien lire attentivement l'énoncé. Exemple, quand on vous pose deuxième question, ce fait peut-il être exploité? Et si oui, bon, clairement on vous dit qu'il doit être exploité. À quelle fin? C'est d'envisager les conséquences, les effets. Même chose dans la dernière question. Cette omission a-t-elle des incidences? Bon, très certainement. Et dans l'affirmative, quelles sont les conséquences? Donc ici, il fallait vraiment envisager tous les aspects, toutes les conséquences que cela pouvait avoir, bref, aller jusqu'au bout des raisonnements juridiques. Alors, je le répète, je ne vais pas vous faire un corrigé détaillé ici de cette épreuve 2023, je vais vous donner des éléments, des pistes de réflexion sur le corrigé de cette épreuve de procédure civile. Bon, le cas pratique était divisé en 4 questions avec des faits uniques. On était dans une hypothèse ici relativement classique d'un contrat de prêt qui avait été conclu entre Madame Lepré et Monsieur Lafortune d'un montant de 3 500 €. De manière classique, dans les cas pratiques, il y a une inexécution contractuelle. Le prêteur assigne ici donc Madame Lepré. Pas de réaction de sa part, donc il la met en demeure. Donc ensuite, il décide de l'assigner devant le tribunal judiciaire. Et là, maintenant, les difficultés arrivent avec tout d'abord une assignation qui a été délivrée par le commissaire de justice le 14 janvier 2023 pour une audience le 15 février 2023. Alors, on parle de lenteur de la justice. Là, en tout cas, dans notre énoncé, la justice est extrêmement rapide parce qu'en un mois, on arrive à obtenir ici une date d'audience. Mais on nous précise, par exemple, que l'assignation a été enrôlée au greffe le 11 février 2023. Et ensuite, on nous consulte sur 3 points. Donc, on est dans une hypothèse de consultation ici. C'est finalement d'apporter des éléments de réponse, puisqu'ici, ça ne va pas changer grand-chose dans les faits, puisqu'on peut supposer que l'audience, si c'est l'audience au fond, elle s'est déroulée le 15 février, qu'il fallait résoudre le cas pratique en septembre 2023. Donc, ça n'avait pas changé grand-chose. Il fallait apporter des réponses d'un point de vue juridique. Première question qu'on nous pose. Bon, c'est un peu une évidence pour l'examen d'avocat déjà, c'est est-ce qu'il faut un avocat dans le cadre d'une procédure ici d'un montant de 4 500 €, c'est-à-dire inférieur à 5 000 et même de 10 000 €. Donc première question, c'était sur la représentation, extrêmement facile pour vous qui présentez l'examen de l'avocat, en tout cas plutôt une évidence. Deuxième question, vous vous étonnez de la date d'enrôlement de l'assignation. Bon, on a les dates, c'est vrai que ça semble assez étonnant ici d'avoir enrôlé le 11 février pour une audience qui se déroule le 15 février. 4 jours plus tard, ça semble extrêmement court au regard du principe du contradictoire.
Troisième question, on vous indique qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu avant la délivrance de l'assignation. Peut-on en tirer des conséquences? Alors, ici, on est sur l'article 750-1 et sur les aventures, si je peux dire, de l'article 750-1 depuis son introduction par le décret du 11 décembre 2019. Et donc ici, il n'y avait pas de difficulté, c'était une question vraiment qui était attendue. Enfin, dernier aspect, on nous pose une question sur le terrain, on va dire plutôt probatoire, sur l'exigence d'un bordereau dans le cadre de l'annexe. On nous pose la question si l'omission du bordereau peut avoir des incidences, et si oui, quelles incidences? Alors, premier élément de réponse sur la représentation, grand 1 d'abord. Ici, la question que l'on se pose, c'est est-ce que la représentation est obligatoire? Point de départ, c'est déjà de déterminer la compétence. Quelle est concrètement, certes c'est le tribunal judiciaire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela relève de la chambre de proximité, des tribunaux de proximité, ou est-ce que l'on est dans le cadre du tribunal judiciaire en tant que tel? Concrètement, c'est de se poser la question, est-ce que le litige est inférieur à 10 000 euros ou est-ce que le litige est supérieur à 10 000 euros? Bon, ici on a la valeur du litige, elle est de 4 500 euros capital plus les intérêts. On est inférieur à 10 000 euros, donc compétence des chambres de proximité du tribunal judiciaire. À partir de là, on part du principe. Article 18 du Code de procédure civile, les parties, ici, ont la faculté de se défendre elles-mêmes de manière totalement libre ici. Donc, article 18 du Code de procédure civile, c'était le point de départ du raisonnement en la matière. Une fois que l'on était parti de cet article 18, qui retient que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, on envisageait ensuite les exceptions, article 760 du Code de procédure civile, représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire. Néanmoins, pour les procédures orales, article 761, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour les contentieux inférieurs à 10 000 euros. Et ici, on est encore plus dans le cadre d'une procédure orale, donc la représentation n'est pas obligatoire. Néanmoins, au regard des difficultés procédurales, on ne peut que conseiller à Madame Lepré de se faire représenter. En effet, ensuite, quand on voit la difficulté des questions suivantes, on ne peut que l'encourager à être représenté par un avocat. Deuxième question qui nous est posée, c'est sur l'enrôlement. Alors, la question de l'enrôlement ici, c'est de préciser certes que l'on est dans le cadre d'une procédure orale, néanmoins, il s'agit ici d'une saisine du tribunal par voie d'assignation, là d'envisager les articles 817 et suivants du Code de procédure civile, qui précisent que l'assignation, même dans le cadre d'une procédure orale, peut être délivrée soit par assignation, soit par la voie de la requête. Mais on insiste surtout sur l'article 754 du Code de procédure civile, qui envisage surtout la question de l'enrôlement de l'affaire, l'affaire peut être enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties, et surtout, cet article-là prévoit un délai pour enrôler l'affaire. En effet, sous réserve que la date d'audience soit communiquée plus de 15 jours à l'avance, bon ici on va le présumer, on ne l'a pas exactement, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant la date d'audience. La date d'audience étant le 15 février 2023, ayant enrôlé l'affaire le 11 février 2023, le délai de 15 jours n'a pas été respecté en l'espèce. Mais il ne faut pas ici oublier la suite de la question, à quelle fin? Et ici, c'est d'envisager la question des conséquences. Quelle est la conséquence? Ça va être d'entraîner, article 754, alinéa 3 du Code de procédure civile, ça va être la caducité de l'assignation, avec les conséquences que cela entraîne, la caducité, comme l'extinction de l'instance, ou alors que cela n'a pas interrompu le délai de prescription. D'envisager un peu les conséquences. Grand 3 maintenant, sur le préalable obligatoire, question plus qu'attendue. Il fallait partir ici du décret du 11 décembre 2019 qui a introduit l'article 750-1 du Code de procédure civile qui affirmait qu'à peine d'irrecevabilité, qui pouvait être relevée d'office par le juge, pour tous les litiges inférieurs à 5 000 euros, plus
les litiges relatifs à des conflits de voisinage, il était nécessaire de recourir à un préalable obligatoire, soit une conciliation, soit une médiation. Ancien article 750-1 du Code de procédure civile. Par la suite, le Conseil d'État est intervenu à travers son arrêt du 22 septembre 2022 qui a annulé purement et simplement cet article 750-1 du Code de procédure civile. On va expliquer les raisons de cette annulation, puis d'envisager de conclure par le décret du 11 mai 2023 qui réintroduit cet article 750-1 du Code de procédure civile, mais seulement à compter du 1er octobre 2023. En l'occurrence, les faits se déroulent avec une assignation délivrée le 14 janvier 2023. On est donc entre la période entre l'arrêt du Conseil d'État et le 1er octobre 2023. Dès lors, il n'y avait pas d'exigence de préalable obligatoire à la saisine du juge à ce moment-là. Enfin, dernier point qu'il convenait d'envisager, c'est la question de l'annexe. Bon, ici, pas vraiment de difficulté, si ce n'est d'avoir des petites connaissances quand même d'un point de vue de la pratique. C'est que le décret du 11 décembre 2019, ici, a apporté une modification à cet article 56 du Code de procédure civile. En effet, avant le décret du 11 décembre 2019, on pouvait avoir un doute sur la sanction de l'absence de bordereau à l'annexe, et la Cour de cassation estimait que cette obligation d'annexer le bordereau à l'assignation, que cette obligation n'était assortie d'aucune sanction. Néanmoins, les juges du fond prononçaient parfois certaines sanctions. Aussi, le décret du 11 décembre 2019 est venu corriger cet aspect-là en précisant désormais que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui est annexé à l'assignation est sanctionné à peine de nullité. Article 56 du Code de procédure civile. Dès lors, la sanction, ici, puisqu'il n'y a pas eu d'annexe d'un bordereau, en annexe d'un bordereau, la sanction, ça va être la nullité de l'assignation avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, la nullité d'une assignation et donc l'extinction du lien d'instance. Alors, que dire en conclusion de ce cas pratique? En conclusion, il est, comme toujours, extrêmement important, d'autant plus pour l'examen du CRFPA, de se fonder sur l'actualité, de maîtriser l'actualité. Aussi, c'est pour cette raison que dans le cadre de nos polycopiés, on met en évidence toute la partie actualité dans une partie dédiée à l'actualité, parce qu'on sait que pour l'examen du CRFPA, c'est souvent des questions d'actualité, et c'était notamment le cas ici pour la troisième question. Oui, il fallait des connaissances pour ce cas pratique, néanmoins vous en conviendrez que c'était des connaissances, on va dire, relativement de base de la procédure civile, mais il fallait surtout ici de la méthode. Méthode aussi bien dans la lecture de l'énoncé du cas pratique que dans le cadre de la résolution du cas pratique. Je vous souhaite à tous bon courage pour la préparation de votre examen du CRFPA. Au revoir.